merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part demain à Paris, en France, au One Planet Summit, un sommet au cours duquel il s'agira de faire le point de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Les experts de l'UEMOA ont présenté aujourd'hui les conclusions de la 3e revue annuelle des réformes. Il en ressort que l'évaluation sur la Côte d'Ivoire est satisfaisante grâce à l'application à près de 65% des politiques et réformes communautaires communes avec les autres pays membres de l'UEMOA. Abidjan est désormais une des villes pionnières de la notation financière en Afrique. En 10 ans, Bloomfield Investment Corporation, la toute première agence ivoirienne spécialisée dans l'évaluation du risque crédit, a attribué plus de 600 notes financières aussi bien en Afrique qu'en Europe. Bienvenue dans cette édition. C'est demain que le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part en France au One Planet Summit, un sommet consacré au financement des initiatives climatiques. 2 ans après l'adoption d'un pacte historique contre le réchauffement terrestre, plusieurs dirigeants seront de nouveau mardi dans la capitale française pour faire le point de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. À Ouattara. Ouvert à la signature le 22 avril au siège des Nations Unies, l'accord de Paris sur le climat avait alors été signé par 175 pays. À cette occasion, la Côte d'Ivoire, représentée au plus haut niveau de l'État, avait réaffirmé son engagement dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Je voudrais inviter toutes les parties à l'accord de Paris à aller plus loin afin de pérenniser la dynamique actuelle et rendre irréversibles les progrès que nous accomplirons collectivement. Nous devons pour cela mettre au service de l'humanité les progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons le faire pour les générations futures, auxquelles nous avons le devoir de léguer une planète dans laquelle elles pourront à leur tour vivre et s'épanouir. C'est tout le sens de notre participation active à la conférence de Paris et à celle de ce jour historique qui fait de mon pays l'un des premiers à signer l'accord de Paris, réaffirmant ainsi notre engagement déterminé à lutter contre le changement climatique. 2 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat et après sa ratification par 168 pays qui cumulent plus de 83% des émissions de gaz à effet de serre, les leaders internationaux et des citoyens engagés se retrouvent à Paris le 12 décembre pour dresser le bilan de la mise en œuvre de l'accord. Initiative de la présidence française, de la Banque mondiale et de l'ONU, One Planet Summit entend engager des actions fortes en faveur du climat en collaboration avec les acteurs des finances publiques et privées. Agir concrètement et collectivement pour déployer des solutions à l'échelle globale et locale, innover pour adapter les systèmes au changement climatique et travailler ensemble pour le bien-être de tous et accompagner encore plus les pays et les populations, ce sont là les objectifs visés par ce sommet. Notons que l'accord de Paris sur le climat stipule entre autres la volonté de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius. Le vice-président de la République a pour sa part quitté Abidjan ce matin pour le Brésil. Daniel Cablon-Duncan va effectuer une mission d'études et de partage d'expérience au Centre d'excellence contre la faim à Brasilia. Le vice-président ivoirien participera également à un forum économique baptisé Investir en Côte d'Ivoire à Sao Paulo. Daniel Cablon-Duncan se rendra ensuite aux États-Unis à l'invitation d'une importante compagnie chocolatière. Ce séjour sera également le lieu pour le vice-président de nouer des partenariats pour le développement de l'Université internationale de Grand Bassam.
C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Les experts de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont rendu publiques les conclusions de la 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'espace. L'évaluation sur le pays est jugée satisfaisante grâce à l'application à près de 65% des politiques et réformes communautaires communes avec les autres pays membres de l'UEMOA. Cheikh Kony. L'objectif principal de cette revue annuelle est de favoriser l'accélération de l'application des réformes au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À la sortie d'audience avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation de la commission de l'UEMOA, conduite par son président Bourehima Abdallah, a félicité et encouragé le gouvernement pour la qualité des travaux et les conclusions et recommandations consignées dans le projet de mémorandum adopté par consensus. Cette revue a été instituée en octobre 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il s'agissait alors d'inviter les autorités compétentes des 8 États de l'Union à accélérer les réformes dans plusieurs domaines, dans les domaines macroéconomiques, c'est-à-dire la gouvernance, dans le domaine sectoriel et pour le renforcement du marché commun. Donc ce sont ces 3 domaines qui ont été visités ici en Côte d'Ivoire. Et je puis vous dire que les résultats sont satisfaisants. Nous avons enregistré de grandes avancées. La revue annuelle de l'UEMOA se déroule sous la conduite du Premier ministre de chacun des 8 États membres. C'est à juste titre qu'Amadou Gon Coulibaly s'est félicité des bons qualitatifs effectués par la Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'en 2015, nous avions un taux de transposition qui était de 60%. Et que l'évaluation qui vient d'être faite, nous avons un taux de transposition au niveau de la Côte d'Ivoire qui est de 65%. Donc nous avons donc un accroissement. Vous devez noter également que le président de la République, donc son Excellence M. Alassane Ouattara, est président de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc ce qui nous engage plus, donc nous au niveau de Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est de noter cette dynamique d'intégration voulue donc par les chefs d'État et qui est en train d'être mise en œuvre actuellement donc par la Commission. En dépit du satisfecit formulé par les experts de l'UEMOA, quelques disparités constatées dans les performances réalisées ont été relevées dans les conclusions du rapport. Pour rappel, la revue annuelle vise à renforcer le suivi des réformes communautaires, faciliter leur mise en œuvre dans les délais prévus et favoriser l'harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire. La Côte d'Ivoire accueille du 11 au 13 décembre la 43e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Une délégation de cette instance a échangé avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point des discussions avec Herman Guivé. Pour la tenue de sa 43e Assemblée générale, la CPCAF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, a choisi la Côte d'Ivoire pour la 3e fois. Une forte délégation de la CPCAF, reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, délégation venue lui annoncer officiellement la tenue de cet événement international en Côte d'Ivoire. Nous avons dit au Premier ministre que c'est le lieu de saisir une opportunité, cette opportunité pour créer encore une fois cette dynamique en direction des chambres du Nord pour vraiment profiter de leur expertise. Et quels qu'en soient les cas, nous sommes engagés à faire en sorte que ces relations puissent aller de l'avant. Et nous sommes heureux de constater que ces derniers temps, nos chefs d'État sont en train de travailler pour créer des partenariats publics-privés entre le secteur privé et le secteur public. Aujourd'hui, nous avons créé un certain nombre de programmes de compagnonnage consulaire qui permettent aux chambres du Nord d'assister les chambres du Sud pour être au même niveau. Notre objectif, c'est de créer une dynamique commerciale, d'échange commercial entre l'ensemble des CCI et faire en sorte que nous puissions créer les relations d'affaires en vue de faire évoluer nos économies. Créé en 1973 par les présidents Georges Pompidou de la France, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, l'action de la conférence permanente des chambres consulaires et francophones consiste en la mise sur pied d'un réseau fondé sur la solidarité entre structures consulaires francophones. Plus de 560 organisations consulaires sont regroupées au sein de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones.
L'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté, c'est le thème de la 4e édition des Journées du banquier. Elles se tiennent depuis ce lundi à Abidjan et visent à favoriser et faire la promotion de l'inclusion financière. Lancine Bakayoko. Emmanuel est élève dans un collège de Cocody. Pour lui, avoir un compte bancaire, ce n'est pas un jeu d'adolescent. Moi, je n'ai pas de compte parce que je ne travaille pas. Et je pense que qui doivent avoir un compte, ce sont des grandes personnes qui ont des moyens pour y mettre de l'argent. Thomas, chargeur dans une petite gare de la même commune, est quasiment sur la même longueur que Emmanuel. Selon Thomas, ouvrir un compte pour un débrouillard comme lui est un pari risqué. Pour moi, il me va mal placé de le faire parce que la banque, ils vont couper les redevances. C'est quand ils versent, on coupe les messieurs qui ne travaillent pas, qui ne versent pas. Ils vont faire comment? En plaçant l'éducation financière au cœur de la 4e édition des Journées du banquier, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire fait un plaidoyer sur la nécessité de lutter contre le manque de culture financière. Nous offrons des produits de plus en plus nombreux, sophistiqués, qu'il était important de porter à la connaissance de notre clientèle et de la population. Faire son budget, épargner, emprunter, préparer sa retraite, cela s'apprend. Et le ministère en charge de l'éducation nationale s'adapte. Un programme d'éducation financière existe depuis 2013 au ministère de l'Éducation nationale, à le fait d'apporter donc des connaissances, des compétences et surtout la confiance nécessaire à nos enfants, d'apprendre déjà à gérer au mieux leur premier budget qui se trouve être l'argent de poche. À travers cette campagne d'éducation financière, l'espoir de donner un meilleur avenir aux populations vulnérables est permis. Le gouvernement est désormais dans l'action. Pour le moment, il n'existe pas encore de stratégie d'éducation financière proprement dite en Côte d'Ivoire. Un document n'existe pas. Mais nous comptons mettre en place cette stratégie dès l'année 2018. Dans l'attente de cette stratégie, il y a des actions concrètes que nous menons sur le terrain qui consistent à faire la promotion de la bancarisation dans les différentes localités de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, plus de 80% des ménages sont hors du système financier. Dans le dossier de ce lundi, nous irons dans les locaux de Bloomfield Investment Corporation, la toute première agence ivoirienne spécialisée dans l'évaluation du risque crédit. En 10 ans d'activité, cette structure financière a planché sur les états financiers de plusieurs entreprises. Elle a attribué plus de 600 notes financières et en pleine expansion aussi bien sur le continent qu'en Europe. Toute chose qui fait d'Abidjan une des villes pionnières de la notation financière en Afrique, nous disent Didier Nguessan et Christelle Menon. Noter financièrement une entreprise ou une institution, c'est évaluer à un instant précis sa solvabilité, c'est-à-dire sa capacité à payer ses dettes et à faire face à ses engagements pendant un certain temps. Les notes varient du AAA à D. Négative, la note financière permet à l'entreprise de connaître ses faiblesses. Positive, elle lui ouvre un champ de possibilités sur le marché des capitaux. Celles qui attribuent ces notes sont des agences de notation financière. 3 d'entre elles sont des références dans le monde, les Big Three, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. En Côte d'Ivoire, Bloomfield Investment Corporation, la première agence ivoirienne de notation financière, a vu le jour en 2007. Son fondateur, Stanislas Zézé, et ses équipes épluchent les états financiers d'organisations en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Puisqu'on est en train de parler d'eurobonds, donc d'investissements étrangers, des gens qui ne connaissent pas nécessairement la Côte d'Ivoire. Pour Stanislas Zézé, qui a fait ses armes dans la finance nord-américaine, il était temps de rompre avec le prisme occidental utilisé dans la notation par les agences internationales. Bloomfield Investment prône avec la même méthodologie un regard sans biais, tenant compte des réalités africaines. Pour moi, il était important d'avoir une approche africaine. Et le risque, il est évalué dans un contexte particulier. Et vous ne pouvez pas évaluer le risque dans un environnement particulier et le généraliser. Ce n'est juste pas possible. L'idée séduit sur les bords de la lagune ébriée. En 10 ans, l'agence ivoirienne passe au peigne fin les états financiers d'une trentaine d'acteurs économiques dans presque autant de secteurs d'activité. Une avancée en Afrique subsaharienne. Ici, évaluer le risque de crédit n'est pas une pratique courante, même au sein des grandes entreprises. Tout ce qui est nouveau rencontre le scepticisme des contemporains et ça a été la plus grosse difficulté. Convaincre les gens que c'est un outil important
nécessaire pour le développement du marché des capitaux. Il fallait faire ses preuves. Donc nous avons fait énormément de pédagogie. Les appréhensions levées, Bloomfield part à la conquête de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Cameroun, l'opérateur national de télécom connaît des difficultés économiques depuis quelques années. L'État a fait appel à l'agence de notation ivoirienne. En septembre 2014, les notes attribuées seront un triple B, avec une perspective positive sur le long terme, et un A3, assorti d'une perspective stable sur le court terme. La note de Bloomfield vient redorer le blason de l'opérateur sur les marchés financiers. En 3 mois, il parvient à mobiliser près de 400 milliards de francs CFA pour son projet de fibre optique intercontinentale. Nous avons pu lever des fonds et nous avons travaillé. Et le premier résultat, c'est que le taux de pénétration au Cameroun d'Internet est passé de 6% à 20% aujourd'hui. Un bond en avant pour cette société publique qui n'a réalisé aucun investissement depuis 7 ans et qui a enregistré plusieurs résiliations de contrats. Aujourd'hui, l'opérateur de télécom sort de la zone rouge. Son chiffre d'affaires est passé de 78 milliards de francs CFA avant la notation de 2014 à 104 milliards de francs CFA en fin 2016. Il faut maintenir cette performance et garantir la qualité de crédit. Les analystes de Bloomfield y veillent. Rendez-vous ce matin avec la directrice commerciale. Nous avons souhaité vous rencontrer ce matin dans le cadre de la mission de réévaluation de la CAMTEL. Nous allons discuter avec vous de l'organisation de votre direction, des différents faits marquants, ainsi que de la politique commerciale. Le bilan montre qu'il y a eu un accroissement notamment des recettes. Après cette mission de réévaluation à Yaoundé, retour à Abidjan. Ce matin, débrief avec le patron. Alors, mesdames. Les informations financières de 2016 sont très importantes pour nous, surtout sur la partie quantitative concernant... Comme Muriel et Olivia, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la notation financière. Le métier est celui d'analyste financier ou analyste risque. Les recrues de Stanislas Zézé viennent de grandes écoles en Côte d'Ivoire comme l'INPHB, mais aussi de l'étranger. La notation financière figure de plus en plus parmi les exigences des investisseurs. Les institutions bancaires ne sont plus les seules concernées. Compagnies d'assurance, sociétés de crédit-bail, fonds, collectivités locales, tous s'y soumettent. La notation est un tableau de bord. De manière pratique, la notation permet à une entreprise d'optimiser son coût de financement et également d'accéder aux investisseurs qui utilisent la notation dans leurs décisions d'investissement. Concrètement, une entreprise qui est bien notée aura des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'une entreprise qui est moins bien notée. 4 agences de notation financière se disputent le marché africain. L'Afrique francophone est dominée par Wara, West Africa Rating Agency et Bloomfield Investment Corporation. En 2015, l'agence ivoirienne obtient un agrément auprès de l'autorité rwandaise des marchés de capitaux. Stanislas Zézé veut aussi sa part, en Afrique anglophone. En attendant, il vient de mettre en place un outil de mesure des performances à destination du patronat local. Une innovation qui va peut-être faire école en Afrique. Mettons le cap sur Djebonoa où a démarré la deuxième phase du projet Filet socio-productif, projet qui vise à réduire la pauvreté. 10 000 ménages vont ainsi bénéficier d'une allocation. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Soro Corona, Kwadjukwami. 36 000 francs CFA, tel est le montant de l'allocation trimestrielle que percevront 10 000 ménages sur 3 ans. Ces ménages, jugés les plus pauvres parmi les pauvres, selon une étude de la Banque mondiale et de l'Institut national de la statistique, constituent la phase de passage à l'échelle projet filet socio-productif. La phase pilote a permis de juger l'impact de cette politique sociale pour la réduction de l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Remise de téléphones support de paiement et de versement des 36 000 francs CFA aux bénéficiaires de la sous-préfecture de Djebonoa, temps fort de la cérémonie. La Banque mondiale se félicite des résultats de la phase pilote. Ce projet a comme objectif de donner une opportunité et de faire sortir de la pauvreté. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a exprimé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à travailler pour une politique sociale équitable. Jean-Claude Kwasi a exhorté les bénéficiaires à utiliser cette allocation pour s'éloigner de l'extrême pauvreté. Le passage à l'échelle avec une vague de 10 000 ménages supplémentaires
constitue pour nous une étape très importante. Au total, c'est désormais 15 000 ménages en Côte d'Ivoire qui vont bénéficier des bienfaits du projet filets sociaux productifs. La phase de passage à l'échelle du projet filets sociaux productifs prend en compte les régions de Bouaké, du Tonkouy et du Kabadougou. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur fait le point de ses activités. Il table également sur les perspectives 2018. Les agents du ministère entendent élaborer une stratégie en vue de freiner l'immigration clandestine. Le volet intégration sera aussi pris en compte. La population du département de Gbéléban exprime leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans leur département. Elles ont initié des journées de prière et de bénédiction. Ève Bouy. Le département de Gbéléban a l'ère de l'émergence. Rue bitumée, présence d'infrastructures sociales de base dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'addiction en eau potable, électrification des villages, un futur commissariat de police, désenclavement matérialisé par le pont reliant la Côte d'Ivoire à la Guinée et le bitumage en cours de l'axe Odiéné-Gbéléban. À ne pas oublier aussi la nomination à des postes de responsabilité des fils et filles de la région. Tout ce bonheur, les populations le doivent à Alassane Ouattara, leur fils, leur neveu. Car, bien entendu, Adja Nabitou Cissé, maire du président de la République, est originaire de Gbéléban. 2 jours pour dire merci à l'artisan de tant de bonheur, des prières et des bénédictions dans les mosquées de Gbéléban à Kabala, en passant par Sédougou. Puis, une grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance à Kabala, village natal de Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sur la place publique du village, les fils et filles des régions du Kabadougou et du Folon, mobilisés comme un seul homme, n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Avant l'avènement d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, le département de Gbéléban avait seulement que 5 villages électrifiés sur 27 villages. Aujourd'hui, les 27 villages sont électrifiés. Avant l'avènement d'Alassane Ouattara, il y avait seulement que 3 villages qui avaient l'adduction d'eau. Aujourd'hui, 80% de ces villages ont de l'eau. Avant Alassane Ouattara, il n'y avait pas de collège dans le département de Gbéléban. Aujourd'hui, nous avons 2 collèges dans le département de Gbéléban. Merci Alassane Ouattara. Avant Alassane Ouattara, nous n'avons pas de route. Aujourd'hui, toutes les routes sont refaufilées. Et le ministre Jean-Claude Kouassi, représentant le parrain Amadou Gon Coulibaly, de renchérir sur les grandes qualités du chef de l'État, animé par le souci permanent du bien-être de ses concitoyens. Il est également un fervent adepte du social le plus hardi à travers toutes les actions qu'il pose au profit de la population ivoirienne. Il est aussi le bâtisseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 et bien sûr le père du vivre ensemble. Les populations reconnaissantes ont formulé des vœux de longévité, de santé, pour que le président Alassane Ouattara continue son œuvre, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans un autre registre, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires organise la première édition des journées portes ouvertes. Des échanges, panels et des conférences sont au programme. Jusqu'au 13 décembre prochain, les populations, notamment les opérateurs économiques et les responsables des collectivités, sont invités à l'espace Kraïeux-Umoa pour échanger autour du thème « Quelle contribution des affaires maritimes à l'émergence de la Côte d'Ivoire ?» Francis Boifou. 3 jours pour définir des actions qui feront de la Côte d'Ivoire une grande nation maritime, permettre surtout au grand public de s'informer sur les nouvelles missions de l'administration maritime en liaison avec le nouveau code. Faire en sorte que les Ivoiriens aient cette culture de la sécurité, cette culture de la sûreté. Lorsqu'on veut mettre à l'eau une pirogue, créer une société pour faire de l'avitaillement, pour faire de la consignation, pour faire de la manutention, il faudrait venir vers nous.
Objectif de ces journées portes ouvertes, initiées par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, booster l'économie du secteur et contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. 90% des échanges commerciaux du pays passent par la mer. 203 000 km², soit 70% de sa superficie terrestre. Mais la Côte d'Ivoire ne dispose plus de flotte maritime marchande depuis 1995. J'ai décidé de mettre en place un comité pour réfléchir à tous les contours pour la création de ce pavillon national qui est réclamé par tout le monde. Ça nous rendra quelque peu indépendants vis-à-vis de nos exportations. En plus des panels et conférences sur la sécurité maritime, la navigation, la lutte contre la pollution et la sûreté portuaire, des stands sont ouverts au grand public jusqu'au 13 décembre prochain à l'espace Seréa Umoa au plateau. À l'initiative du gouvernement, un atelier portant sur la mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur minier se tient ici à Abidjan. Il a pour but d'étendre de manière durable les bénéfices tirés de l'exercice des activités minières sur l'économie nationale. Jean-Louis Gangou. Au-delà des revenus directs que rapporte l'exploitation minière, la Côte d'Ivoire veut étendre de façon durable les impacts positifs de cette activité sur l'économie nationale. La mise en œuvre d'une politique de contenu local dans le secteur minier vise à atteindre cet objectif. La Côte d'Ivoire pourrait gagner davantage que les taxes et les revenus et les redevances de l'or à travers la sous-traitance locale. C'est une façon de créer toute une chaîne de PME, PMI, de s'intéresser dans la chaîne de valeur et d'être un acteur important dans toute la chaîne du secteur minier. Inscrit au plan d'action gouvernemental pour l'année 2017, le contenu local est l'une des actions prioritaires du ministère de l'Industrie et des Mines. Il importe, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, que la mine puisse avoir pour prestataires ou même pour travailleurs les acteurs locaux qui, étant impliqués dans le fruit direct de la mine, vont lui laisser un peu plus de quiétude. Un cadre auquel adhèrent déjà les professionnels des mines. Selon les prescriptions du code minier, l'emploi revient en priorité aux populations riveraines. Quand on ne les a pas retrouvées, on agrandit le cercle du village à la commune, à la sous-préfecture, au département et à tout le pays. Donc toutes les compagnies minières exécutent à la lettre cette consigne. À travers des études de cas d'autres pays, les participants à cet atelier ont pu s'imprégner des opportunités qu'offre le secteur minier. Leurs travaux devront aboutir sur la mise en place du cadre stratégique du développement du contenu local. Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'assises du tribunal de Daloa a ouvert sa deuxième session 2016-2017. Les juges ont installé 6 jurés commis pour le jugement de 17 affaires, dont des cas de viol et autres crimes. Les audiences de cette deuxième session prendront fin en janvier. Ngana Konati. La deuxième session de la Cour d'assises de Daloa s'est ouverte avec l'enrôlement de 17 affaires, dont des cas de viol, d'assassinat et autres crimes. Cette session, qui se tiendra jusqu'au 4 janvier 2018, sera conduite par 3 magistrats, accompagnés de 6 jurés nouvellement installés. On a installé les jurés qui doivent siéger avec les magistrats sur les affaires. Tout à l'heure, on va voir une affaire d'assassinat. Voilà. Donc des gens qui sont poursuivis pour avoir donné la mort en préparant la mort. La particularité de la cour d'assises, c'est qu'il y a un jury de non-magistrats qui font partie de la cour. Et ces jurés-là représentent la population. Et donc ce ne sont pas des juristes, forcément, ce ne sont même pas des juristes. Et ce sont eux qui vont décider de la culpabilité ou non après les débats. Les hommes de droit se réjouissent de l'organisation et la tenue de cours d'assises qui marquent la volonté de la Côte d'Ivoire à se constituer en un état de droit. Il y a eu des coupeurs de route, il y a eu des assassins, il y a des crimes économiques. Tout cela peut faire facilement 3 ans, 4 ans, 5 ans, cela soit jugé. Et actuellement, le gouvernement, le ministre qui est en exercice, met fin à cette pratique. Et tous les 3 mois, en principe, seront les institutions, les assises doivent se tenir pour que ces personnes-là soient jugées. Le président des chambres, chargé de diriger cette deuxième session,
considère la tenue de ces assises comme un signal fort de la normalisation institutionnelle et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ailleurs, aux États-Unis, à l'heure de pointe, une explosion a eu lieu près de la gare routière de Manhattan, blessant 3 personnes en plus du suspect. Ce dernier, un homme de 27 ans qui portait sur son corps un engin explosif rudimentaire, a été arrêté. Il a été identifié comme Akayed Oula du quartier de Brooklyn. Selon le maire de New York, il s'agit d'une tentative d'attentat terroriste. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée.